Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons de nouveau parler de la banque et du système financier et monétaire. Et nous allons le faire en compagnie de Jean-Pierre Chevalier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Vous êtes analyste financier et on peut lire vos excellentes analyses sur chevalier.biz. Alors, notre ambition aujourd'hui, en revenant sur ce sujet, n'est-ce pas Pierre, c'est d'essayer de partir des réalités bancaires. Et la première question que je vous pose, c'est celle-ci. Alors, ce tsunami bancaire que tout le monde nous annonce, c'est pour quand? En Europe, en tout cas. Oui, justement, donc on en parlait l'année dernière, au 3 mars, début mars l'année dernière, à ce sujet, parce que j'avais annoncé qu'il y aurait un tsunami bancaire. Ben, je ne vois pas. On ne le voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe effectivement dans les banques? Donc c'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. En particulier, donc ce qui va nous intéresser surtout, ce sont les banques françaises. Donc 4 banques françaises. Qu'est-ce qui se passe dans les banques en question? Le problème, c'est que les banques ne respectent pas les règles de bonne gestion prudentielle, elles ne respectent pas des règles comptables, et ce qui les amène, quand on fait les choses correctement, à la conclusion suivante, c'est que leurs capitaux propres sont négatifs maintenant. D'accord. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus d'argent. Alors ça, on le devine, on le sent. Ça se sent à un certain nombre de signaux dans la sphère économique, mais même ça sort un petit peu. Mais Pierre Jovanovic, Guy de Lafortelle nous en avaient prévenu déjà à leur manière. Votre originalité, c'est que vous partez des bilans bancaires. J'analyse, donc vous m'avez dit que j'étais analyste financier, j'analyse les comptes des banques. Les banques, de toute façon, sont obligées, comme toutes les entreprises, les sociétés cotées, sont obligées de publier des résultats, des bilans, qui sont normalement certifiés. Oui, et par des commissaires aux comptes. Par des commissaires aux comptes, par des firmes donc, de reporting, comme on dit, oui. donc, qui certifient que les comptes sont conformes aux règles comptables. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, les dirigeants des banques ne respectent pas ces règles-là. Et si on moi, ce que j'ai fait, donc j'ai repris toutes les règles, et en particulier la règle IFRS 9, qui impose aux banques de provisionner leurs pertes en totalité pour les prêts qui risquent de ne pas être remboursés. Et dans ce cas-là, on s'aperçoit qu'elles ont des capitaux propres négatifs. Capitaux propres, c'est-à-dire ce qui constitue le cœur même de leur activité, de leur richesse. Et ces capitaux doivent rester dans un rapport, disons, honnête avec leurs engagements. Voilà. Alors, une banque, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui prête l'argent qu'elle a, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des capitaux propres. Oui, ce que vous appelez aussi les comment appelez-vous ça déjà? Les capitaux propres tangibles. Tangibles, c'est ça. Capitaux tangibles. Tangibles, c'est-à-dire qu'ils sont bien réels. Voilà. Donc, ce sont ces capitaux propres. En fait, c'est pas par opposition à argent sale ou tout. Donc, il peut y avoir de l'argent sale éventuellement, mais enfin, ça, c'est quand même tangible. Oui. Mais les capitaux propres, ce sont les capitaux qui appartiennent à l'entreprise. Qu'est-ce que c'est pour l'essentiel? Ce sont les bénéfices qui sont accumulés au fur et à mesure du temps. D'accord. Donc, les banques font... L'objectif d'une banque, comme de toute entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc, une partie de cet argent va être distribuée aux actionnaires, une autre partie va être investie, mais les banques, comme les entreprises, doivent conserver une partie de leurs bénéfices pour augmenter leurs capitaux propres. Donc ça, c'est la base, le socle de base. C'est à partir de cet argent que les banques vont pouvoir en prêter. Mais ça ne suffit pas. Que font-elles? Elles empruntent de l'argent sur les marchés financiers internationaux. Parce que maintenant, les marchés financiers sont très largement ouverts. Donc, les banques sont amenées à emprunter de l'argent. Donc,
il y a une règle qu'il faut respecter à ce moment-là, c'est la règle prudentielle d'endettement qui s'énonce simplement de la façon suivante. Le total des dettes ne doit pas dépasser 10 fois le montant de leurs capitaux propres. C'est-à-dire qu'une banque normale, actuellement, considérée comme normale, bien gérée, doit avoir des dettes, mais pas trop. Elle a 10 fois plus de dettes que de capitaux propres. C'est déjà beaucoup. Oui, mais alors, quand des banques, car on le sait, il y a certaines banques qui sont à 30, 40 et plus encore, comme la Deutsche Bank en Allemagne, comme la Société Générale dont vous allez nous parler. Alors, qu'est-ce qu'elles font alors, ces banques? Alors attention, ces banques jusqu'à présent, donc avant cette histoire de coronavirus, donc c'était simple, il suffisait de calculer, de recalculer éventuellement le montant des capitaux propres. Maintenant, depuis quelques années, les banques publient des capitaux propres en annexe qui sont considérés comme justes, qui donnent une image fidèle de la réalité, comme on dit. Donc ce sont les capitaux propres tangibles, CET1, Common Equity Tier 1, donc en anglais. Donc ce sont les véritables capitaux propres. Sauf le hors-bilan qu'elle ne... non, ça c'est dans le bilan. Ouais. Mais en plus de ça, il y a le hors-bilan. Ouais. Donc ça c'est encore autre chose. Alors, donc à partir depuis quelques années, donc c'était simple, on avait le montant des capitaux propres tangibles. Ensuite, il suffit de multiplier par 10 et puis on voit quel est le montant des dettes. Donc c'est très simple. Les actifs des banques sont financés par son passif. Donc en anglais, le mot passif n'existe pas. Le mot passif est désigné par liabilities and equity, c'est-à-dire des dettes et des capitaux propres. Uniquement. Tout ce qui n'est pas capitaux propres, ce sont des dettes. C'est très simple. Donc il suffit, les banques publient le CET1, et puis on fait par différence donc, du total du bilan moins le CET1, et on a le total des dettes. Et il ne faut pas que le total des dettes soit supérieur à 10 fois le montant des capitaux propres. Jean-Pierre Chevalier, tout à l'heure, vous nous disiez que les banques ne respectent pas les règles, mais pourquoi ne le font-elles pas? Parce que les banques ne respectent pas les règles. D'abord, les banques américaines ont commencé à ne pas respecter les règles au début des années 2000. Donc le multiple d'endettement, le leverage en anglais, est monté jusqu'à 50, 60 pour citer. Ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, si vous voulez. Actuellement, donc, ce sont les banques européennes et françaises en particulier qui ne respectent pas ce leverage. Pourquoi? Parce que dans une banque, tout le monde a intérêt à ce que le chiffre d'affaires augmente, ce que les bénéfices augmentent. Depuis le conseiller financier que vous allez voir dans l'agence du quartier, etc., jusqu'au grand patron au sommet le grand patron, tous les grands patrons au sommet de banque. Tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus d'activités, donc de plus en plus de bonus, de rémunération, de primes, etc., etc. Donc, elle ne respecte plus ces règles prudentielles d'endettement. Et c'est une règle et non pas un règlement. Ce n'est pas une règle comptable impérative. C'est une règle de bonne gestion qui a été élaborée essentiellement par Alan Greenspan dans les années 80. Ancien président de la Réserve fédérale américaine. Dans les années 80. Donc, ce n'est pas nouveau, ça a 40 ans. Oui, donc ce n'est pas illégal, si je puis dire. Ce n'est pas illégal, il n'y a aucun règlement qui oblige les banques à faire cela, mais c'est une règle prudentielle. Le résultat, c'est qu'elles sont en grande difficulté. Alors les banques françaises et européennes sont en très grande difficulté parce qu'elles ne respectent pas cette règle. Par contre, les banques américaines respectent cette règle depuis 2009. Depuis qu'ils ont flingué Lehman Brothers. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc les banques américaines ne respectaient pas cette règle prudentielle d'endettement et les autorités américaines, donc c'est des sauvages les Américains, tout le monde le sait, ce sont des cow-boys. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils ont flingué une banque, donc Lehman Brothers. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement et les parlements, parce que le secteur bancaire, le fonctionnement du secteur bancaire quand même dépend depuis toujours du gouvernement et des parlementaires. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'insinuent pas dans le fonctionnement de la banque pour que ça roule? C'est moins vrai aujourd'hui, me semble-t-il. Enfin, Jean-Pierre. En fait, qu'est-ce qui se passe en Europe, et en France en particulier? Il y a une multiplication des autorités monétaires.
au niveau européen, il y a la Banque Centrale Européenne, il y a donc l'Agence bancaire européenne. En France, il y a la Banque de France et puis l'AMF. Donc il y a plein de choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils disent surtout depuis le début de cette histoire de coronavirus? Ils ont dit, bon, les règlements, c'est pas la peine de les respecter. Parce qu'ils savent très bien, tout le monde sait, ils savent, eux, que les banques sont en fait en très très grande difficulté, les banques françaises en particulier, et pour ce qui nous intéresse, plus particulièrement en France, et puis les autres banques européennes. Alors parlons de ces banques justement, parce que sur votre blog, chevalier.biz, vous nous faites une belle petite liste de ces fameux banksters, c'est vous qui les appelez ainsi. Alors on voit le groupe BPCE, on voit le Crédit Agricole, et puis évidemment BNP Paribas, et la Société Générale. Alors, nous aimerions, avec Pierre, que vous puissiez nous parler un petit peu de ces banques, parce que ce sont celles que nos compatriotes connaissent bien. Et ils nous diront, mais oui, mais vous annoncez toujours l'apocalypse, et puis on ne voit rien venir. Et nous étudierons d'ailleurs tout à l'heure, si jamais le tsunami se produisait, ce qui pourrait nous arriver en tant que consommateurs de banques. Mais auparavant, vous partez toujours des faits. Alors, parlons un petit peu de ces groupes. Je ne sais pas, BPCE par exemple. Alors déjà, première chose, donc le Crédit Agricole et BNP sont deux énormes banques. Le total de leur bilan, c'est 2200 milliards d'euros. Non, pas chacune. 2200 milliards d'euros. Sauf erreur de ma part, c'est à peu près l'équivalent du PIB français. Quoi. Le PIB français, c'est 2300 milliards. Voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est-à-dire que ce sont des banques dont le total du bilan est égal au PIB annuel de la France. Et de la dette aussi, à peu près. Alors, une grande partie donc, de la dette officielle. Alors, non, mais je le vois venir, il va prendre le bilan des banques pour payer la dette. C'est plus compliqué, vous semble-t-il, non? Les banques françaises sont aussi grosse que JP Morgan, par exemple, aux États-Unis. Et les Américains trouvent déjà que c'est une trop grande banque au niveau des États-Unis. Mais c'est si on transpose JP Morgan en France, il devrait y avoir, donc les banques devraient avoir 5 fois moins de dettes qu'elles ne l'ont actuellement. Elles devraient être beaucoup trop basses. Too big to fail, ça marche ou ça marche pas? De toute façon, donc on va voir que les autorités bancaires ne veulent pas faire tomber les banques en question. Parce que quand on analyse les comptes, donc c'est ce que j'ai fait, c'est très difficile d'analyser maintenant les comptes de façon à donner une image fidèle de la réalité, selon l'expression classique. Et là, on est très embêté. Et j'ai trouvé, donc, à la fin de 2020, une banque en Europe qui fait les choses correctement. C'est UBS, la banque suisse, Union des banques suisses. Que fait-elle? Une banque? Une. Elle publie ses comptes. Elle publie ses comptes. Elle publie plus exactement, toutes les banques publient leurs comptes, mais elle publie un tableau qui est très clair, qui permet de déterminer quel est le montant des provisions qui sont effectivement, qui doivent être comptabilisées dans le bilan de la banque. Il faut bien savoir qu'à partir de cette histoire de coronavirus, beaucoup d'entreprises qui ont emprunté de l'argent aux banques ne pourront pas rembourser leurs prêts. Donc c'est provisionné? Non, justement. C'est là où est le problème. Alors il existe une règle impérative, une règle comptable impérative. C'est la règle IFRS 9. Donc ça veut dire, c'est une règle internationale financière de reporting, comme on dit, c'est-à-dire donc il existe des sociétés qui certifient les comptes des entreprises et des banques en particulier, et donc c'est d'après cette règle, les prêts que les banques ont accordés doivent être classés en 3 catégories. Catégorie 1, ce sont les prêts qui ont une très forte probabilité d'être remboursés. Donc ce sont des gens tranquilles et tout, des gens ou des entreprises. Alors, et des entreprises. Particuliers et entreprises. Particuliers et entreprises. Qui ont emprunté de l'argent aux banques
et qui ont une très forte probabilité de pouvoir rembourser leurs emprunts. Donc c'est tranquille. Catégorie 3, j'en sors une. Catégorie 3, c'est les mauvais. Ouais. Les banques, non solvables. Les personnes physiques ou morales, c'est-à-dire les particuliers et les entreprises, qui ont déjà eu des incidents de paiement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu rembourser leurs emprunts à leur échéance normale. Mais à qui on continue de prêter? Les banques leur ont prêté de l'argent. Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas rembourser tout de suite. Et ils ne peuvent même pas rembourser certaines de leurs échéances. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Ça va être pire. Oui. Donc, mais les banques ne peuvent pas revendre ces créances à des cabinets spécialisés à 50% ou 20% du prix. Ça se produit. Oui, mais ils vont perdre beaucoup d'argent. Ils vont les reprendre mais en enregistrant des pertes monumentales. Oui. Donc, qui ne sont pas provisionnés, vous le dites. Alors, attention. Donc, cette catégorie 3, ce sont les prêts qui sont à risque. Comme on dit. Et la catégorie 2, c'est la catégorie intermédiaire. C'est-à-dire que les banques ont prêté à des entreprises et à des gens qui étaient tangents, qui pouvaient ne pas rembourser leurs prêts, mais on leur a prêté de l'argent assez facilement parce qu'il y a des commissions bancaires, que les intermédiaires vont toucher, donc que ce soit le conseiller financier qui reçoit le client et tout, jusqu'au patron et tout. Donc c'est une catégorie, on ne sait pas très bien, une grande partie de ces gens-là, des restaurateurs par exemple, pour l'instant ils ont toujours payé. Et puis il y a le PGE aussi. Oui, non mais ça c'est encore autre chose. Il y a les restaurateurs par exemple, qui ont emprunté de l'argent et jusqu'à présent ils ont pu rembourser, mais qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? C'est pas sûr qu'ils le fassent. Alors les catégories 2 et 3, les prêts qui sont classés dans les catégories 2 et 3 doivent être provisionnés entièrement. D'après la règle IFRS 9. Et elles ne le sont pas. Les banksters, eux, ne respectent pas cette règle et ils ne provisionnent que très très peu de ces prêts. Donc, pourquoi? Parce que ce sont des banques qui ne gagnent pas suffisamment d'argent. Alors, c'est paradoxal, parce que nos téléspectateurs, quand ils vont, je vois très bien réagir, les banques ne gagnent pas assez d'argent, mais comment ça? Mais enfin, avec les taux d'intérêt qu'ils nous font, avec dès qu'on est en découvert, hop, vous êtes bon pour des agios, etc. Les Français sont persuadés. D'ailleurs, très curieusement, il y a un sondage qui indique qu'ils aiment leur banque. C'est le syndrome de Stockholm, vous savez. On aime ces geôliers. Non, mais sérieusement, nos compatriotes vous diront, mais cher monsieur, écoutez, non, les banques, elles gagnent de l'argent. Vous nous dites qu'elles n'en gagnent pas. Elles ne gagnent pas suffisamment d'argent par rapport aux pertes qu'elles n'ont pas comptabilisées. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, parce que donc je pars de l'observation des banques en question, Crédit Agricole et BNP ont 1000 milliards d'euros de prêts accordés à des clients. 1000 milliards. C'est énorme, chacun. À peu près la moitié de leur bilan. Et là-dessus, normalement, ils ne provisionnent qu'une partie seulement des pertes en question. Et il y a 125, en gros, au moins une centaine de milliards d'euros qui ne sont pas provisionnés dans chacune de ces deux banques. Mais c'est pas si considérable que ça. Si, c'est énorme. Alors, 100 milliards d'euros non provisionnés par rapport donc aux capitaux propres qui se trouvent dans les banques, c'est de l'ordre de 90 milliards d'euros. Ah oui, d'accord. C'est plus que les capitaux propres. Ah oui. D'accord. Donc irrecouvrable. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les dettes non provisionnées, c'est-à-dire les pertes prévisionnelles, non provisionnées, sont supérieures aux capitaux propres. Ça signifie que les capitaux propres des banques sont négatifs. Elles n'ont pas d'argent. Nous avons l'explication. Donc, en appliquant les règles comptables, uniquement, c'est l'application des règles comptables à partir de la transposition donc, du tableau fourni par UBS, j'en arrive à ces conclusions-là. Donc toutes les banques françaises, Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas, sont toutes dans le négatif. Oui. Donc
j'ai repris donc tous les calculs à partir donc du résultat de ce qu'a publié UBS, de ce qu'a publié Société Générale. Société Générale, c'est très intéressant parce qu'il publie, comme UBS, le même tableau qui permet de calculer effectivement les pertes prévisionnelles non provisionnées. Et quel est l'intérêt pour la Société Générale de publier un document sur lequel on peut savoir qu'elle est dans le négatif, qu'elle est dans un état lamentable? C'est que généralement les gens ne comprennent rien à ce que je vous dis. Alors, simplement, si vous me permettez une incise, il y a une petite semaine, j'écoute Radio Classique et le matin, M. Frédéric Oudéa, directeur général PDG de la Société Générale, dans l'émission de notre ami Pavlenko, Dimitri, il nous dit « Ah mais tout va bien, la Société Générale refait du profit, ça tourne, ça marche. » Ah oui, ça marche. Mais une semaine avant, j'avais entendu aussi M. Stéphane Richard, président de Orange, mais qui possède la banque Orange, qui essaye de fourguer en disant « Non, tout va bien, non, on va trouver un partenaire. » Alors, j'aimerais comprendre. Je vous dis, en appliquant les règles comptables, donc c'est pas moi qui... C'est l'observation du tableau publié par Société Générale, qui est très clair. Quand on connaît cette règle IFRS et quand on sait que, quand je décrypte correctement leur compte, Société Générale publie donc ce tableau, mais uniquement pour les opérations du bilan. Le hors-bilan, il n'en parle pas. Non, on entend... Par contre, le hors-bilan, je l'ai déduit de ce qui se passe chez UBS. Le hors-bilan représente à peu près un quart du bilan d'UBS. Des pertes d'UBS. Et les pertes non provisionnées sur le hors-bilan d'UBS représentent un quart de ces prêts. Donc, il faut rajouter 1/16e des pertes qui proviennent du hors-bilan pour avoir une image fidèle de la réalité. Et le résultat final, c'est que Société Générale, d'après cette transposition, a 32 milliards de capitaux propres négatifs. Ils sont en dessous de zéro, à moins 32 milliards. Jean-Pierre Chevalier, on sait que ces grandes banques françaises, excusez-moi, sont proches du robinet de la BCE. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir, sachant que c'est les premières servies? Effet Cantillon, hein. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe donc en Europe? Sarkozy avait dit donc pour la France, soyez tranquille avec moi, il n'y aura aucune banque qui me fera faillite. Il a raison, il n'y a pas une banque qui en fait faillite. Oui, malheureusement. Mais ça a coûté très cher. Ça coûte très cher, les conséquences sont absolument catastrophiques. Alors justement, voulez-vous que nous examinions ensemble l'hypothèse que j'avais formulée au début de l'émission, reprenant d'ailleurs un de vos propos de votre blog. Alors ce tsunami bancaire en Europe, c'est pour quand? Car qu'est-ce qui se passe demain si une ou deux ou trois banques font faillite? Alors ce qui se passe, c'est horrible, tout simplement. Quoi exactement, c'est même difficilement imaginable, en quoi qu'on a déjà des éléments, des précédents. La Grèce et Chypre. Donc, puis l'Allemagne des années 20. Exactement. Donc, voir le livre de notre ami Pierre Jelbanovic. Donc, c'est le pire qui puisse arriver dans une nation, c'est justement une création monétaire hors norme. Oui, mais alors, si cette création monétaire qui est en cours se produit avec la faillite des banques, les banques sont bloquées. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus faire de virements, plus de chèques, plus de prêts de DAB, plus rien. Voilà. Tout est déjà prévu depuis 2017 dans le journal officiel de la BCE. Donc j'ai retrouvé ce document, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs parce que vous l'avez publié sur votre blog? Oui, je l'ai publié donc sur mon site. Je crois que c'est en accès libre même. Donc tout est prévu dans le moindre détail en quelque sorte. Avant c'était en anglais, maintenant c'est même en français. Tout est prévu, mais dans quel cas? Alors, dans le cas où, justement, ces banques tombent en faillite.
qu'est-ce qui peut se passer. Donc il y a un excellent film documentaire qui a été publié sur la BNP, donc je ne me rappelle plus quel est le nom de ce film en question. Oui, je l'ai. Ça s'appelle comment? Alors, BNP. On voit Pebro dans le bureau de la garde. Dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne, c'est ça. C'est exactement ça. BNP Paribas dans les eaux troubles de la plus grande banque européenne. Voilà. Donc c'est un film documentaire qu'il faut absolument voir parce que vous m'avez dit, donc, ce tsunami bancaire, c'est pour quand? Mais ça a failli déjà se produire en 2012. D'accord. Parce que dans ce documentaire, on voit que des anciens dirigeants de BNP, en 2012, pendant plusieurs mois, quand ils quittaient la banque le soir, ils ne savaient pas si le lendemain, elle allait pouvoir ouvrir. Ça, c'est pas du baratin. C'est pas moi qui l'invente. Ce sont les dirigeants de BNP qui ont été interrogés par des journalistes qui ont fait ce film-là et qui ont tous confirmé cela. Comment ils s'en sont sortis alors? Alors, ils sont sortis grâce à la BCE en particulier. Bien sûr. Et à la connivence avec des hommes politiques, etc., qui n'appliquent pas les règles comptables. Quand le feu et quand vous conduisez une voiture et que le feu est au rouge devant vous, vous arrêtez. Mais eux, ils ne s'arrêtent pas. Ça dépend dans quel pays. Oui. Non, mais on est sérieux, donc on s'arrête. Je témoigne, au Proche-Orient, si je m'arrête au feu rouge, on me klaxonne derrière pour dire d'avancer. Donc, oui, mais au Liban, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe après au niveau bancaire. Justement, peut-être qu'il y a une relation entre le feu rouge et la catastrophe bancaire des Libanais. Oui. Donc, ce qui va se passer est déjà prévu dans ce journal officiel de la BCE en 2017. Donc, un jour, bing, quelqu'un va appuyer sur un bouton, donc tout est prévu. Il n'y a plus aucun distributeur automatique en France qui ne fonctionne. Le bouton, ça s'appelle le bouton reset? Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors, mais on peut l'appeler. Alors, plus de DAB. Vous ne pouvez plus retirer. Donc, un samedi soir ou un vendredi soir. Je ne sais pas. Oui, généralement, c'est mieux, oui. C'est quand personne ne peut. Voilà. Plus de DAB. Plus de DAB. Les agences bancaires fermées. Plus de chèques. Vous voulez aller demander des explications à votre interlocuteur à la banque, l'agence fermée. Prière de se munir de casserole. Ah oui. Non, mais je suis sans fiche. C'est pas très efficace. Non. Vous téléphonez, personne au téléphone. Vous envoyez un email, rien du tout. Avec un peu de chance, vous pourrez voir quel est accéder à votre compte, mais il peut très bien dire « nous regrettons en raison de gna, etc. » Vous ne pouvez plus rien faire du tout. Mais là, dans ce cas-là, Jean-Pierre Chevalier, ce qui va se passer, c'est que les gens vont aller dans une colère noire et le personnel des banques, ils vont se faire complètement étriper. Mais les agences sont fermées, ils passent par derrière ou je ne sais pas où, etc. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc là, après, c'est vous pouvez dire... Ce sera ce qui s'est passé comme à Chypre. Et donc, c'est ce qui est écrit au journal officiel. Donc, et pendant 5 jours, ça peut durer au maximum pendant 5 jours. Donc débrouillez-vous. Et donc pendant ce temps-là, les banques auront le droit de ponctionner l'épargne de leurs clients? On ne sait pas très bien. Il faut... alors c'est ce qu'ils appellent la résolution, les problèmes de résolution. Ils essayent de résoudre les problèmes. Il ne faut pas rire. Non mais c'est triste. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils trouvent toujours un vocabulaire, la résolution. Enfin, c'est n'importe quoi. Attendez, quand même. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. C'est vous qui riez, Jean-Pierre Chevalier. Dans mon cas, c'est quand même assez exceptionnel. Mais enfin... il existe un fonds de garantie, que je sache. Oui, c'est un fonds de garantie. Mais de 4,7 milliards, ce qui est quand même assez modeste. Donc, sur mon site, j'ai repris la copie d'écran du fonds de garantie des banques de résolution. Et le fonds de garantie a été alimenté pour 4,7 milliards. Disons que pour 47 millions de comptes, ça fait 100 euros. 100 euros par client. Bon. Est-ce que c'est le Covid qui est à l'origine de ce que vous expliquez à l'instant, Jean-Pierre Chevalier, le fait que toutes ces banques soient en bilan négatif? Donc le Covid, toute cette histoire de coronavirus, a accentué la difficulté des banques. À partir du moment où les banques ne respectent plus la règle prudentielle d'endettement et qu'elles ne provisionnent pas
les pertes prévisionnelles, elles tombent en capitaux propres négatifs. Alors, on va vous accuser évidemment de complotisme, bien sûr, mais Donald Trump, de fait, était donné gagnant avant le Covid et il a perdu. Oui. Quant à la France, quant à l'Europe, mettre à genoux l'Europe, eh bien, on peut le vérifier par autre chose. L'affaire Alstom, par exemple, le privilège du dollar, l'affaire Technip. Et là, on voit bien que l'Amérique, et puis surtout l'OTAN, qui continue d'exercer sa poigne sur l'Europe. Oui, mais ce qu'il y a de pire, c'est ce qui nous attend dans les banques. Des banques qui ont des capitaux propres négatifs, les gens ne comprennent pas ça. Une banque, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, une banque, c'est une entreprise qui a de l'argent et qui va prêter cet argent et qui peut prêter 10 fois plus que ses capitaux propres. Comme il n'y a plus de capitaux propres, c'est une banque qui a des capitaux propres. Qu'est-ce que c'est ? C'était une banque. Oui, mais c'est plus une banque. On vous opposera. Bon, je vous ai opposé le fonds de garantie, qui est évidemment très faible, mais je vous opposerai la BCE, qui continue maintenant son quantitative easing, et qui est finalement l'ultime sauveur des banques. Oui, mais la BCE sauve les banques françaises et européennes. En rachetant les actifs. Et comment fait-elle ? Vous allez nous le dire. Essentiellement par cavalerie financière. Ce qu'on appelle cavalerie financière. Madame Lagarde est une bonne cavalière, alors. C'est déjà une cavaleuse. Avant. Il y en a d'autres qui ont été pires qu'elle auparavant. Monsieur Mario Draghi, peut-être ? Oui, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La BCE, en fait, et la Banque de France aussi, puisqu'elle fait partie du système SBCE, bancaire. système du système bancaire. Banque Centrale Européenne. Voilà. Prête de l'argent qu'elle n'a pas. Bon. Donc les banques commerciales, dites commerciales, comme BNP, Société Générale, etc., sont en difficulté. Elles demandent de l'argent à la BCE. La BCE leur apporte de l'argent qui n'existe pas. Alors comment font-elles ? Eh bien, elles prévoient auparavant, la BCE dit, tel jour, je vais vous prêter des milliards, autant de milliards que vous voulez. Mais à ce moment-là, vous allez me redéposer presque tous ces milliards sur mon compte ou sur le compte de la BCE. D'accord. Donc c'est pourquoi ? Parce que c'est ce que la BCE appelle les TLTRO. Voilà. Donc, c'est-à-dire des prêts à très long terme. Voilà. Donc, il y a eu un prêt à très long terme qui a été accordé le 26 juin 2020 pour 568 milliards d'euros. En effet. Donc, qu'est-ce qui se passe le 26 juin ? La BCE a dit « Je vous prête 568 milliards d'euros à condition que vous les replaciez chez moi. » Dans la même journée. Débit crédit. Oui. Qui sont comptabilisés en back-office le soir, après la fermeture des opérations C'est comme ça qu'on crée de la monnaie, là. C'est comme ça qu'ils créent de la monnaie. Oui. Donc, ce jour-là, admettons, le matin, la BCE prête 568 milliards d'euros qu'elle n'a pas, et l'après-midi, en quelque sorte, les banques redéposent 568 milliards d'euros. D'accord. Donc, comme c'est comptabilisé en back-office, le soir, débit égale crédit, tout baigne. Les comptes de la BCE sont tenus correctement, les comptes des banques également. Et ils ont récidivé ? Et ils ont récidivé ensuite en LTRO, un peu plus discret, le 19 mars 2021, c'est il n'y a pas longtemps. 19 mars, donc il y a un mois et demi. Pourquoi ? Parce que le 19 mars, c'est avant le 1er avril. Oui, en général. C'est-à-dire les 3 premiers mois. Les banques sont obligées de clore leurs comptes à la fin de chaque trimestre. Donc le 19 mars, ils ont dit il nous faut de l'argent. Encore ? Oui, encore 315 milliards d'euros. Donc la BCE a recommencé, elle a prêté 315 milliards d'euros et les banques ont redéposé ces 315 milliards d'euros
En fait, il y a les opérations ne sont pas euro-datées. Si vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un que vous n'avez pas, mais que vous allez avoir cet après-midi, ça ne marchera pas. Ben non, c'est ça. Et ça marche avec la BCE. Jean-Pierre Chevalier, autre affaire liée à la BCE dont on avait parlé avec Pierre Jovanovic, un transfert d'une somme impressionnante réalisé le 1er janvier 2020 de fonds qui sont arrivés à la BCE. Oui, alors les banques, ce que je viens de dire, justement... Non résidents. Oui, alors attendez. La BCE donc, a fait cette opération de cavalerie que je vous avais dit, que j'expliquais, c'est-à-dire que les banques redéposent l'argent à la BCE, mais pas toutes. Parce qu'elles ont besoin d'argent. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut quand même qu'elles prêtent un petit peu à... Et même, de toute façon, elles sont obligées, elles sont en capitaux de fonctionnement. Oui, mais elles n'y arrivent pas. Donc, elles ne reprêtent pas tout à la BCE. Donc, ils sont obligés de garder de l'argent dans leur compte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à la BCE? Il y a un trou, un petit trou. Oui. Et il est comblé par qui? Des non-résidents. Des non-résidents. Qui viennent de quelque part... Sur les comptes, au bilan de la BCE, et c'est pas drôle. C'est tragique. Ah mais oui, c'est tragique. Au bilan, je n'invente rien. Tout ce que je dis est basé sur les bilans publiés du BS, de Société Générale de la BCE. Donc, il suffit de prendre le bilan de la BCE au vendredi 1er janvier 2020. Oui, c'est ça. 2020. T1. Oui. Non, 1er janvier 2021, c'est maintenant. On vient de passer. Non, ça a été... Si, c'est au 1er janvier 2021. D'accord. Donc là, cette année... Pierre Jovanovic nous en avait parlé voilà, en effet, c'est ça. Au mois de vous m'aviez cité, oui. donc... oui, vous savez. Donc, au 1er janvier 2021, donc c'était la fin du trimestre, du 4e trimestre 2020. C'est ça, voilà. La fin de l'année 2020. Et combien sont arrivés, alors? Il y avait un trou de 431 milliards d'euros. Et par qui a-t-il été comblé? Totalement. Pas totalement, effectivement, pour ce petit trou-là, par des non-résidents. Donc, c'est écrit dans le bilan de la BCE, des non-résidents. Qui est capable de combler un trou de 431 milliards? Alors, ce sont donc des personnes morales ou physiques qui ne font pas partie de la zone euro, puisque ce sont des non-résidents. Qui peut le faire? C'est pas les Américains. Les Américains, non, ils vont pas le faire. C'est pas les Chinois. Pas les Chinois, ils ont 3 000 milliards de dollars de... C'est pas les Japonais de garantie, enfin de fonds, de devises accumulés. Mais ils sont pas fous, ils vont pas mettre de l'argent à la BCE. Donc, il faut chercher du côté du pétrole. Il faut chercher du côté des pays producteurs d'hydrocarbures. Je ne sais pas où ils sont. Et donc, ils prêtent... sans rien demander, ils ont prêté en une semaine, d'une semaine à l'autre, 82 milliards d'euros supplémentaires. Comment savez-vous que sans rien demander? Vous avez vu quelque chose? Il y a au moins les intérêts, non? Non, on ne sait pas. Alors, c'est pire. Oui. Quel est l'intérêt pour ces personnes physique ou morale de prêter cette somme à la BCE? Devinez un petit peu, ce sont les pays producteurs d'hydrocarbures. Je ne sais pas très bien où ils sont, je ne sais pas trop bien quel est leur Ils veulent qu'on continue à rouler avec nos voitures, c'est ça? Oui. Je pense que Pierre pose la question en termes économiques et la réponse est en termes politiques. Oui, voilà. Il paraît que c'est... Un pacte de suggestion. C'est pas politiquement correct et je crois qu'il ne faut pas trop en parler. D'ailleurs, personne n'en parle. Bien sûr. Il n'y a que moi qui... Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être le seul à lire des bilans de banque centrale. C'est très important parce qu'il n'y a pas que moi qui le fais. Oui. Et les Américains, ils le savent très bien. Mais non seulement mieux que moi. Il y a vous qui le faites,
Mais il y a TV Liberté qui vous reçoit pour que vous puissiez le dire. Ah oui, mais vous êtes les seuls, justement, alors donner une certaine audience qui va au-delà de mon site. Et donc, personne d'autre n'accepte de parler de cela. Jean-Pierre Chevalier, peut-être revenons à la France. On entend le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirmer que notre pays pourra profiter d'un taux de croissance de 5% pour l'année en cours. De son côté, le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, estime qu'il ne faut pas exagérer les risques de faillite des entreprises. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux déclarations ? Les 5% et les faillites. Moi, je ne pense pas, j'observe donc la réalité. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de coronavirus en France ? Le PIB a chuté de 20%, à peu près 19%. Donc il suffit de prendre les chiffres de l'INSEE. Donc le PIB a chuté de 20% au maximum, donc c'était au 3e trimestre 2020, je crois. Donc c'est énorme. Aux États-Unis, il n'a chuté que de 10%. Donc on était à 100, on est tombé à 80. Oui. Donc on est tombé très bas. Donc qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre ? Le taux les experts en propagande de l'INSEE ont dit « Cocorico, fantastique, nous avons un taux de croissance de 0,4%, alors qu'en Allemagne, c'est moins 1,7%. On est plus fort que les Allemands. » Ben oui, mais on est tombé à 80. Et les Allemands, de combien avaient-ils ? Je ne sais pas, je n'ai même pas, pas cherché. Moins, mais beaucoup moins, certainement. Donc on est tombé à 80 et on a 0,4% de 80. C'est-à-dire que c'est rien. Oui. Et de toute façon, comment pourrait-il y avoir une croissance de 5-6% en France avec au premier trimestre donc 0,4% quand on est tombé à 80%? Donc on est revenu à la situation de 2017, on a 5 ans en arrière. Au niveau du PIB, on est revenu au PIB de 2017. C'est-à-dire la création de richesse en France est revenue 5 ans en arrière. Et aux États-Unis alors ? Alors aux États-Unis, les États-Unis ont baissé de 10% seulement. Alors quelque chose qui est assez extraordinaire, dont personne ne parle, et là c'est encore un scoop de TV Liberté que je vous offre. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Chevalier.biz. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis ? Le PIB des États-Unis est actuellement au premier trimestre 2021, donc là le trimestre qui vient de se dérouler. Donc, les chiffres ont été publiés la semaine dernière. Donc le PIB des États-Unis est de 19 000 milliards de dollars, au même niveau que le premier trimestre 2020. D'accord, en fait, ils sont revenus à l'avant-Covid. Oui, c'est 19 000 milliards d'euros. Donc, je vous laisse... donc tout va bien. Tout va bien. Oui, ça va... M. Biden. Oui, mais ça va encore même mieux que bien. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'emploi ? On nous dit qu'il y a eu des destructions d'emplois. Combien ? Je crois que c'est autour de 6 millions. 6,7 millions d'emplois ont été supprimés aux États-Unis entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. C'est-à-dire que les Américains produisent autant avec 6,7 millions 6,7 millions de postes en moins dans leur 6 économie. Millions, presque 7 millions de postes en moins, de salariés en moins. Et comment ils ont fait ce gain de productivité en un an ? Un gain de productivité énorme grâce à la crise. Beaucoup d'entreprises ont dit oui, il y a une histoire de Covid là-dedans, on va supprimer des emplois. Oui, on a supprimé des emplois, mais ceux qui restent, ils continuent à travailler beaucoup. Enfin, ils produisent davantage que ce qu'ils faisaient auparavant avec moins de monde. C'est catastrophique pour l'emploi.
Pour l'emploi, c'est catastrophique. Mais pour les entreprises, c'est magnifique. Parce que les bénéfices sont augmentés. Vous voulez dire qu'elles s'en foutent? Bah oui, complètement. Non pas elles s'en foutent, mais les entreprises ont pour but de dégager des bénéfices. Donc elles ont dégagé des bénéfices. Et c'est tout bénéfice pour les entreprises, pour l'Amérique. Et donc c'est une très grande réussite. Cette histoire de coronavirus est une très grande réussite pour l'Amérique. Oui, mais une très grande défaite pour l'Europe. Les 6 millions, les 7 millions d'Américains qui n'ont plus d'emploi. Bah, ils n'ont plus d'emploi, mais tout le monde s'en fiche. C'est très bien pour ceux qui en bénéficient. Mais Trump avait essayé quand même de distribuer un chèque à tout le monde. Et Biden est réputé, comme les démocrates, être un président social, si ce n'est socialiste. Alors que deviennent ces populations alors? Bah oui, mais en fait, ça c'est dans le discours politique. Mais dans la réalité, c'est exactement le contraire. Qui est-ce qui a été viré? Ce sont tous les emplois précaires, tous les Américains, a priori, qui ne sont pas blancs. Les minorités, non? Les minorités, etc. Ce sont eux qui en sont les premières victimes et ce sont eux qui ont fait que Trump a été battu. Donc c'est une situation qui est très bizarre. On marche un peu sur la tête quand même dans cette affaire, complètement même. Mais c'est donc très pervers comme politique qui a été menée, mais c'est extraordinairement efficace. Jean-Pierre Chevalier, merci de tous ces éclairages qui furent à la fois pédagogiques parce que la matière est difficile. En général, nos concitoyens connaissent mal ce domaine. Vous avez contribué largement à nous éclairer et nous vous en remercions en leur nom. Et je vous remercie de m'avoir invité. Quant à nos téléspectateurs, on les invite évidemment à commenter et ou à mettre un pouce bleu si cet entretien leur a plu. Merci à vous.